Nous sommes en ligne et les internautes nous attendent. Alors j'en profite pour vous dire que comme nous sommes en ligne, nous sommes filmés. Nous avons une régie et nous sommes filmés. Je tenais à vous en prévenir. J'espère que cela ne vous pose pas de problème. Alors j'enlève mon masque. Je propose que ceux qui sont au pupitre en fassent autant. Voilà, ce soir, c'est un événement assez important pour nous au Monaco Comic Board parce que c'est notre premier événement en présentiel. Alors pas seulement en présentiel, on appelle ça Figital. On est à la fois en physique, ici tous ensemble, et puis en digital. On est retransmis. Donc c'est très émouvant pour nous parce que c'est la première fois qu'on fait ça depuis notre Assemblée Générale de 2020. Donc c'est vraiment un événement qui va se dérouler à la fois en français et en anglais en ligne. Ici, bien sûr, ce sera en français. Donc merci à ceux qui nous regardent de choisir votre langue à l'aide du pictogramme en forme de sphère qui est en bas de votre écran. Dear online English speakers, select your language with the sphere icon to attend the conference in English. Thank you. Donc cette conférence, comme je vous le disais, c'est le grand retour du MEB en présentiel. On va quand même très rapidement, avant que Michel Dotta, notre président, annonce l'invité très prestigieux de ce jour, on va quand même vous rappeler très rapidement quelques dates de notre nouveau calendrier. Donc nous aurons le plaisir de vous accueillir ce vendredi 18 pour une conférence Destination Business consacrée à la Lituanie sur 2 secteurs d'excellence qui vont être la FinTech et la Biotech. Donc il reste encore des places, n'hésitez pas à vous adresser à Margarita. Le mercredi 23 juin, une opportunité de dernière minute qui nous est tombée aujourd'hui, qui nous permet de vous proposer une présentation économique de la Thaïlande en présence de son ambassadeur, M. Sarun Chorayantsuwan. Et le lendemain matin, jeudi 24, c'est Sophie Vincent, la directrice de l'IMSEE, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, qui va nous dévoiler en avant-première les principaux chiffres de la nouvelle édition du Monaco en chiffres, et qui va bien sûr nous parler principalement de l'impact du Covid sur les principaux indicateurs économiques de 2020. Le 7 juillet, enfin, nous aurons au Monte Carlo Bay notre Assemblée Générale, suivie de notre premier rendez-vous des adhérents en présentiel, donc, depuis le début de la crise, ce sera le premier rendez-vous des adhérents, donc là, ça fait plus d'1 an et demi. Les dirigeants de chaque entité recevront cette semaine pour leur convocation pour l'Assemblée Générale et des invitations électroniques seront envoyées pour le rendez-vous des adhérents qui s'adressent au contact habituel, bien évidemment. Enfin, tout dernier, last but not least quand même, une très belle mission économique est prévue à Florence du 12 au 14 juillet. Les inscriptions sont ouvertes, c'est une véritable mission à Florence. Nous n'allons pas faire de Figital même. Donc n'hésitez pas à contacter Margherita Colombo Pastorelli pour vous inscrire. Voilà pour les principaux événements. Comme vous le voyez, le MEB est à nouveau sur le terrain. Profitez-en, nous sommes à votre service. Et puis sans plus attendre, je laisse la parole à notre président, Michel Dotta, qui va vous présenter notre vedette du jour, Monsieur Christophe Barrault, bien évidemment, que je remercie d'avoir accepté de venir ici. Merci beaucoup. Merci Guillaume. We are back. Je vais enlever mon masque. Voilà. Donc, Excellence, quel plaisir de vous retrouver ici parmi nous. Hein, après tous ces petits voyages, un peu de retour au pays, ça fait du bien. Voilà. Mon cher président de la Commission des finances de l'économie nationale de Monaco, Madame la conseillère du gouvernement, Madame la conseillère, excusez-moi, du Palais Princier, Madame la présidente et surtout tous mes chers amis. Nous sommes enfin, comme l'a dit notre ami Guillaume, ensemble. Nous sommes ensemble et en plus, nous avons une chance inouïe, c'est d'accueillir, et nous avons voulu frapper fort, bravo l'équipe. Je pense que ce que nous avons accueilli aujourd'hui, nous n'imaginions pas il y a quelques jours, quelques semaines, pouvoir le réussir. Nous avons l'honneur d'accueillir Kylian Mbappé. Ah non, pardon, excusez-moi, je suis trompé pour ce soir, le nouveau crack de la prévision économique. C'est ce qu'on appelle un oracle, carrément. Le mot peut prêter à sourire, mais excusez-moi, juste quelques mots. Hein. Il n'a seulement que 34 ans. Christophe Barrault, qui est chef économiste chez le courtier britannique Market Securities,
Je vous laisse regarder ce qui est Market Securities, si au cas certains d'entre vous ne les connaisseraient pas. Ce sont des acteurs financiers quasiment importants, indépendants, ce qui est rare, présents aussi à Londres, mais à New York, à Hong Kong, toujours des belles adresses, j'ai remarqué, à Luxembourg, à Genève, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou encore, et oui, c'est notre concurrent un peu, à Dubaï. Mais ce n'est pas tout. Notre invité du jour reste également depuis 2012, vous voyez à quel âge il a eu, le titre de meilleur prévisionniste au monde des classements Bloomberg pour les statistiques américaines. Et il a aussi été désigné, ça c'est très 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 intéressant, meilleur prévisionniste à de nombreuses reprises pour la zone euro, mais aussi, ce qui est beaucoup plus difficile, pour la Chine. Grâce à une recette, paraît-il, inédite, de croisement de données, ici du big data, ça m'intéresse vraiment, qui vont jusqu'à l'observation de photos de parkings de supermarchés sur des images satellites. Ça, il fallait le faire. Christophe arrive à des résultats salués pour leur pertinence, même si par essence, la prévision, nous en avons parlé tout à l'heure, et en particulier en ce qui concerne l'économie, n'est jamais une science absolue. Vous le savez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Dutour qui le disait. La seule chose dont on est sûr en ce qui concerne l'avenir, c'est qu'il n'est jamais conforme à nos prévisions. Mais ça, nous le savons tous. L'exercice de cette conférence est relativement périlleux, mais particulièrement précieux, car nous allons écouter l'un des meilleurs. Enfin, pour ne rien gâcher, et j'en ai parlé tout à l'heure avec lui, Christophe Barrault, et pour nous c'est important, est un voisin. C'est un régional, puisqu'il a grandi non loin de Nice, près de Saint-Laurent-du-Var. J'ai su que son papa et sa maman étaient par ici. Je les remercie de l'avoir accompagné. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. C'est vraiment un grand honneur pour nous tous. Il connaît notre très cher principauné, bien sûr, et sans plus attendre, je vous laisse la place, Christophe. Merci, ne marquez pas trop de buts quand même, laissez-en pour les autres. Bonne soirée, merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer et de rentrer dans le détail, je voulais dire quelques mots et surtout un gros merci à toute l'équipe du Monaco Economic Board. Je tenais vraiment à insister sur le professionnalisme et la disponibilité de toutes les personnes que j'ai pu avoir pour bâtir cet événement. J'ai une pensée particulière donc, pour Virginie, Delphine, Justine, Benoît, mais aussi Michel, forcément, et Guillaume, que j'ai rencontré donc, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc encore merci pour cette invitation. Donc, je vais aujourd'hui essayer de vous présenter ma vision globale macro, donc à l'échelon mondial pour cette fin d'année. Je tenterai également de faire des prévisions au-delà de 2021 pour certaines zones géographiques et certaines thématiques, avec un focus particulier donc, sur les zones que j'ai l'habitude de suivre, donc États-Unis, Europe et Chine. Donc, dans les grandes lignes, ma vision n'a pas tant évolué que ça depuis, je dirais, décembre dernier, à savoir que j'anticipe toujours une reprise extrêmement marquée à l'échelon mondial de l'activité, avec une croissance qui sera probablement supérieure à 6%. Donc, c'est un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Maintenant, ça intervient après une chute de l'activité mondiale de l'ordre de 3,3% l'année dernière, donc la plus grosse chute depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est important de l'avoir en tête. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, donc l'économie mondiale, donc, deuxième trimestre 2021, a probablement gommé le choc du Covid. Donc on serait revenu sur le niveau de PIB d'avant-crise. Donc ça a été possible essentiellement grâce à 4 facteurs que je vais détailler dans cette présentation. Le premier, c'est l'efficacité de la vaccination et, je dirais, le déploiement de plus en plus rapide de cette vaccination. L'autre point, c'est, je dirais, la normalisation des tensions sur le plan du commerce international avec la prise de fonction de Joe Biden. Troisième point, une politique fiscale ultra-expansionniste, particulièrement aux États-Unis, j'y reviendrai. Et enfin, le tout a été permis grâce à une politique monétaire globale extrêmement accommodante. Donc en termes de dynamique séquentielle à l'échelon mondial, ça va nous donner une accélération de la croissance au deuxième trimestre.
Probablement un pic au 3e trimestre parce que vous avez de nouvelles zones géographiques où il va y avoir une croissance forte, notamment l'Europe avec l'assouplissement des mesures de restriction. Vous allez avoir un redémarrage en Inde. Et ensuite, un peu plus d'incertitude à partir du 4e trimestre où vous allez avoir un fléchissement parce qu'on aura une normalisation après la saison estivale et qu'on estime que les resserrements de conditions de crédit, donc dans certains pays émergents, et notamment ce qu'on voit maintenant en Chine, vont avoir un effet de ralentissement sur la fin d'année. Donc je vais rentrer dans le détail maintenant donc sur le premier point, donc qui est celui de l'efficacité et de l'accélération de la distribution des vaccins. Premier point sur l'efficacité, il faut quand même noter la performance technologique qui a été réalisée avec ces vaccins. Donc avoir je dirais la faisabilité de déployer un vaccin en moins de 10 mois et qu'il soit efficace, parfois à hauteur de 90%. Donc j'ai juste mis la statistique importante pour moi, c'était l'efficacité de la grippe. Sur les 15 dernières années, on est de l'ordre de 40%. Donc ça permet aussi d'avoir un petit peu de recul sur l'exploit qui a été accompli et qui a été vraiment, je pense, un des facteurs clés dans les changements de prévision, que ce soit des économistes, que ce soit des entreprises. Ça a réellement créé un choc de confiance, donc consommateurs, entreprises, mais aussi gouvernement, puisqu'il faut bien avoir en tête que les gouvernements commençaient à se poser des questions sur la soutenabilité des dettes, sur la capacité à soutenir l'économie dans ce contexte-là. Et sans perspective, on aurait pu avoir un certain nombre de questionnements. Donc le vaccin a permis, en fait, en quelque sorte, d'offrir des perspectives et de légitimer une poursuite des dépenses publiques que je détaillerai par la suite. Un des points importants, c'est aussi la distribution de la vaccination. Alors, il y a eu énormément de critiques sur plusieurs zones géographiques, notamment l'Europe. Il faut savoir qu'à un niveau mondial, déjà, on a franchi le cap du milliard de doses administrées, donc en l'espace de 4 mois. Et 1 mois et demi après, on a atteint le cap des 2 milliards de doses. Donc ça vous donne aussi le caractère exponentiel de la distribution des vaccins. Et même en termes de zones géographiques, on sent qu'il y a eu du rattrapage. Je regardais ce matin, par exemple, les statistiques États-Unis. Donc on était sur 310 millions de doses administrées. En Europe, on a franchi la barre des 300 millions. Donc vous avez eu ce rattrapage aussi en Europe. Et globalement, si on prend comme mesure le nombre de nouveaux cas, on peut voir que cette vaccination, cette distribution et probablement aussi des facteurs saisonniers ont été plutôt favorables et ont permis d'endiguer la dernière vague donc on a pu connaître cet hiver, et avec un nombre de cas qui revient au niveau mondial à quelque chose qu'on avait connu octobre 2020. Donc des signaux plutôt encourageants. Et le côté aussi positif du vaccin, c'est que vous pouvez mettre en place aujourd'hui des stratégies comme le passeport vaccinal qui devrait permettre d'avoir un léger rebond de la mobilité internationale dès cet été, chose qu'on n'avait pas forcément connue l'année passée. Donc deuxième point important à mon avis, c'est tout ce qui va être lié au commerce international de marchandises. Il faut avoir en tête qu'on était en récession sur cette partie-là entre le T4 2018 jusqu'au T2 2020. Donc ça s'explique par tout un tas de facteurs macro, mais aussi une incertitude extrêmement élevée qui nous provenait des États-Unis et plus précisément de Donald Trump. Ce n'est pas tant la multiplication des droits de douane qu'il a pu mettre en place qui était une contrainte, mais plutôt vraiment le caractère imprévisible de sa politique et le fait qu'à n'importe quel moment, surtout en début d'après-midi quand il se réveillait sur Twitter, vous pouviez avoir une nouvelle qui tombait. Et des pays, donc la Chine bien entendu dans le collimateur, mais d'autres comme l'Europe, le Japon, l'Inde, etc. Ce qui rendait vraiment difficile, pour en avoir discuté avec des chefs d'entreprise, la capacité de relocaliser une production. Parce que certes, vous vous retiriez de Chine, mais pour aller où? À un moment, ils voulaient aller au Vietnam, mais il y a eu potentiellement une menace de sanctions. Donc, beaucoup de personnes ont hésité avant de réinvestir, et ça a créé vraiment un climat très, très anxiogène. Donc le fait d'avoir l'élection de Joe Biden, ça a permis vraiment de normaliser ces tensions. Donc déjà une politique qui sera pas forcément plus complaisante vis-à-vis de la Chine, mais beaucoup plus prévisible, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la politique, par contre, avec l'Europe est largement plus souple.
Aujourd'hui, si vous regardez ce qui s'est passé depuis son élection, vous avez tout un tas de compromis des Américains vers les Européens. Pour n'en citer de quelques-uns, je vais dire, vous avez le problématique autour de la dispute Boeing-Airbus qui, si on en croit les déclarations du jour, sont terminées. Vous avez une trêve sur les droits de douane, tout ce qui concerne le fer et l'aluminium. Vous avez l'absence de sanctions sur le pipeline Nord Stream 2, donc entre la Russie et l'Allemagne, donc absence de sanctions sur les Allemands. Vous avez potentiellement un accord sur le nucléaire iranien, donc qui est favorable à la France, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, donc un compromis potentiel. Et vous avez une volonté d'aller sur la taxe digitale, chose que Donald Trump refusait jusqu'ici. Après, vous avez aussi une dynamique sur tout ce qui va être le climat, puisque les avancées sur le climat ont été bloquées pendant 4 ans et on devrait avoir des nouvelles avancées pour la COP 26 qui se tiendra en novembre. Donc vraiment un vrai changement. Pourquoi ce changement? C'est qu'il y a une volonté aujourd'hui des Américains de renouer des relations fortes avec leurs principaux partenaires commerciaux, donc Europe, Japon, etc., dans le but de créer une alliance qui aura pour mission de contenir la Chine d'un point de vue économique et géopolitique. Donc, globalement, dans un climat où vous avez une reprise économique relativement forte et où vous avez des sanctions, donc, des possibilités de droits de douane, etc., qui vont s'ajuster à la baisse, on a un redémarrage extrêmement marqué du commerce mondial de marchandises. Ce commerce mondial, on a retrouvé un plus haut historique dès le mois de janvier. Et si vous regardez un petit peu donc la dynamique des indices de fret dernièrement, donc que ce soit le Baltic Dry Index ou l'ARPEX. Donc ça, c'est des données en rythme annuel. Vous pouvez voir qu'on a atteint des niveaux de croissance rarement vus jusqu'ici. Et en niveau absolu, il faut savoir qu'on a encore fait dernièrement des plus hauts historiques. Donc vous avez un commerce mondial qui est extrêmement bien orienté. Je vous ai mis un autre indicateur que j'aime beaucoup, qui est donc les commandes industrielles en Allemagne qu'on va avancer d'un mois. Et on voit très clairement que vous avez un boom en rythme annuel, donc à partir du mois de mai, qui s'explique par des effets de base favorables, mais aussi par un redémarrage réel avec une demande extrêmement élevée. Donc troisième point, peut-être un des points les plus importants après la vaccination, le plus important après la vaccination, le fait que les politiques aient décidé d'appliquer des politiques de dépenses publiques massives, essentiellement dans les pays développés, avec cette logique du quoi qu'il en coûte, cette logique de protéger les revenus des ménages et d'avoir en fait une demande qui redémarre extrêmement vite. Ça a été vraiment un point déterminant. Vous avez aussi d'autres pays émergents qui ont appliqué des mesures de soutien. En Chine, on est plutôt passé par les infrastructures. Mais globalement, vous avez un stimulus énorme. J'avais calculé, en prenant les poids du FMI, le montant du fiscal impulse, donc vraiment l'argent dépensé dans l'économie au niveau mondial. On était entre 8 et 9% l'année dernière, donc pour contrebalancer le choc, ce qui est vraiment très, très significatif. Le point important, c'est que les États-Unis ont un rôle un peu leader là-dedans, puisqu'ils ont mis en place 3 stimulus. Donc on est sur un premier stimulus de 2,2 trillions donc en avril dernier, 900 milliards en décembre, 1,9 trillion en mars. Donc au total, on est sur 25% de PIB nominal, donc ce qui est considérable, et qui devrait continuer de soutenir l'économie américaine, parce que sur le dernier stimulus de 1,9 trillion, vous allez en avoir 1,2 trillion dépensé sur l'année fiscale 2021, donc qui s'achève septembre. Vous allez avoir des nouveaux chèques aux ménages, donc quasi-totalité des ménages qui ont un enfant vont recevoir un chèque d'ici la mi-juillet. Donc encore des soutiens. On peut imaginer qu'il va y avoir d'autres plans de relance, entre guillemets, ou d'autres injections qui vont passer déjà par ce qu'on appelle l'Innovation and Competition Act. Donc c'est à peu près 250 milliards de dollars sur 5 ans. Et on vise, enfin pour ma part, un plan sur les infrastructures qui pourrait tourner autour de 1 voire 1,2 trillion de dollars. Pourquoi on est plutôt optimiste là-dessus? Pour la simple et bonne raison que je pense que l'objectif aujourd'hui des États-Unis, il est avant tout géopolitique plus qu'économique, et qu'il y a une réelle volonté de maintenir une hégémonie économique. Donc ça veut dire remettre les États-Unis, pas simplement sur leur niveau pré-Covid, mais sur leur trajectoire pré-Covid, peu importe le prix que ça pourra coûter.
dans l'objectif de toujours être leader, de devancer la Chine, de les concurrencer le plus possible. Et pour ça que sur le côté infrastructure, où il y a des besoins réels aux États-Unis, on a plutôt tendance à viser un compromis qui pourrait déboucher sur un accord, on peut dire fin septembre ou début octobre. Donc encore des facteurs de soutien. Donc ce stimulus-là, il est prévu sur une période de 8 ans avec une concentration des dépenses sur les 5 premières années. Ce qui explique aussi pourquoi, vous le verrez par la suite, je suis plutôt optimiste sur les États-Unis. J'ai une croissance de 7% cette année et 5% l'année suivante. Maintenant, si on regarde un petit peu dans les zones que j'ai tendance à suivre, et notamment sur l'Europe, donc vous avez des stimulus plus au niveau national, au niveau européen, même si donc, il y a eu un vote, un consensus trouvé l'année dernière. L'argent du plan de relance européen ne sera décaissé qu'à partir du T3, donc il y a un petit retard là-dessus, mais ça devrait finalement arriver, soutenir l'économie. C'est pour ça qu'on s'attend aussi à une reprise en Europe et un chiffre supérieur au consensus. L'idée aussi, c'est qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait des nouveaux stimulus en Europe. Donc il y aura des facteurs qui vont être déterminants. Le premier, c'est les élections en Allemagne, qui vont se tenir le 26 septembre. Donc on peut imaginer que si vous avez une dominante un peu plus avec les Verts, il y ait un peu plus de relâchement sur le côté dépenses publiques, un peu plus de compromis là-dessus, dans un contexte où l'Italie veut dépenser, l'Espagne veut dépenser, la France n'est pas forcément contre. Donc on pourrait avoir potentiellement des bonnes surprises là-dessus. Donc ce serait des bonnes surprises plutôt fin d'année, et après la mise en application serait plus longue. Donc c'est compliqué de se projeter, de mettre un chiffre concret là-dessus, mais globalement, un climat plutôt toujours optimiste sur la dépense publique. Maintenant, le point important de la dépense publique et de la logique du quoi qu'il en coûte dans les pays développés, c'est de protéger les revenus des ménages, et ce qui s'est traduit par une accumulation massive en termes d'épargne. Je vous ai mis l'exemple des États-Unis. Donc depuis le mois de mars 2020, on serait sur quasiment 2,3 trillions d'épargne excédentaire. Donc ça représente 10% du PIB nominal, donc ce qui est considérable. Vous allez avoir une partie de cette épargne qui reviendra dans l'économie. Donc c'est difficile aujourd'hui d'estimer quel est le montant de cette épargne forcée qui reviendra. Certains sondages vous disent entre 15 et 20%. Donc on verra au moment où les économies seront totalement réouvertes. Donc un point clé pour cette année, ce sera de savoir ce qui se passe à partir de la mi-juillet aux États-Unis, où on est censé avoir vraiment toutes les mesures de restriction qui ont été levées. À titre de comparaison, en Europe, en estimation à la fin du T1, on est plutôt sur 450 milliards d'euros, ce qui nous donne un peu moins de 4% du PIB nominal, avec des disparités. La Banque de France vous dit qu'on est à 142 milliards, donc ce qui est un chiffre un peu plus élevé, c'est à peu près 6% du PIB nominal. Donc ça va dépendre aussi un petit peu de voir comment cette épargne va revenir dans l'économie, quelle est la part de l'épargne forcée. Donc ça, c'est potentiellement une des questions importantes. Moi, j'aurais tendance à dire que l'épargne forcée, on est plus sur quelque chose qui va être autour de 20%, et on pourra avoir des surprises positives là-dessus au troisième trimestre, surtout en Europe. Autre point, peut-être la clé de voûte de tous ces facteurs, c'est la politique monétaire à l'échelon mondial. On a une politique monétaire qui a été extrêmement accommodante. Je vous ai mis le bilan combiné des banques centrales du G7. Donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé donc sur les 15 derniers mois, donc entre février 2020 et mai 2021, on est sur 10 trillions de dollars d'augmentation des bilans, donc ce qui est vraiment significatif quand on sait qu'un PIB mondial, c'est de l'ordre de 100 trillions à peu près. Il faut savoir qu'au-delà des banques centrales du G7, il y a d'autres banques centrales qui ont choisi d'appliquer des programmes de rachat d'actifs, donc la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et en parallèle, vous avez aussi les pays émergents qui ont appliqué des réductions massives de taux d'intérêt, donc un stimulus monétaire extrêmement important, et ce qui explique aujourd'hui pourquoi on anticipe donc une croissance mondiale de 6,2%, si on s'en tient à la mesure du FMI, donc ce qui est un peu supérieur au consensus. Après, on est logiquement plus optimiste partout, donc comme vous pouvez le voir sur les États-Unis, sur la zone euro, sur la Chine. Sur la France aussi, depuis octobre, je vise le chiffre de 6%. Donc ça reste
la trajectoire aujourd'hui confirme ce chiffre de 6%, avec vraisemblablement une accélération très importante au T3 en France, si on se fie sur les indicateurs qu'on a aujourd'hui. Donc tout ce qui est réservation dans l'hôtellerie juillet-août, on est nettement supérieur à ce qu'on a connu l'année dernière. On a des dépenses par carte bleue sorties donc du 9 juin qui étaient aux alentours de 20% en hausse par rapport à 2019. Donc on a ce phénomène vraiment de rattrapage, de compensation et cette volonté de dépenser, de sortir et qui devrait se matérialiser au T3, d'autant plus dans un monde où, sur un point de vue sanitaire, on est peut-être potentiellement un peu plus rassuré que l'année passée. Donc ça, c'était la partie plutôt positive, le scénario central. Mais une chose est sûre, c'est que l'année 2020 nous a enseigné, je pense, à tous les prévisionnistes l'humilité. Donc il y a un certain nombre de risques associés à ce scénario qu'il faut prendre en compte. Le premier, bien entendu, il est sanitaire et il est d'actualité. Donc on a pu observer qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles formes du virus, de variants. On peut voir ce qui s'est passé donc, au Royaume-Uni. Donc on sait que le nouveau variant est au moins 40% plus transmissible que le précédent. Il y a des études qui le mettent à 60%. Et la réalité, c'est qu'on a eu un nombre de cas liés à ce variant qui a triplé en une semaine. Et c'est pour ça que vous avez les autorités qui ont choisi de décaler leur phase de réouverture, leur dernière phase qui était prévue pour le 21 juin. Donc il faut rester attentif au volet sanitaire. Il faut donc continuer, à mon avis, à vacciner un maximum possible. Et le vrai risque, en fait, il n'est pas tant sur l'offre, parce que comme je vous l'ai montré, en termes de logistique, on s'est amélioré. Le vrai risque, il va être sur la demande et sur le pourcentage de gens restants qui souhaiteront ne pas se faire vacciner. Et surtout notre capacité à vacciner les jeunes, étant donné les contraintes qu'on peut avoir d'un point de vue sanitaire avec tel ou tel vaccin. Autre point qui mérite l'attention, ça va être tout ce qui va être tension sociale. Il faut bien savoir qu'en sortie de pandémie, historiquement, les études nous montrent qu'on a un accroissement des inégalités. Donc c'est encore une fois vérifié, parce que si on regarde aujourd'hui, par exemple, le surplus d'épargne, il est concentré sur les 3-4 premiers déciles donc des ménages, donc les ménages les plus qui ont un revenu le plus élevé. Les autres ménages sont entre guillemets mis de côté. Vous avez une capacité d'accès au crédit qui est moindre pour les ménages ayant des revenus plus faibles. Et donc vous avez immédiatement un accroissement des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Historiquement, ça nous donne des tensions sociales. Donc généralement, ça commence à se voir au bout de la deuxième année après la pandémie. Et c'est d'autant plus marqué dans les zones où il peut y avoir des événements politiques. Donc on peut logiquement penser en termes de timing à la France, puisqu'on a bien entendu des élections en avril prochain. Donc c'est un paramètre qu'il faudra garder en tête pour certaines zones. La France, bien sûr, mais vous allez avoir aussi des problématiques dans certains pays émergents, parce que les pays émergents sont exposés à un autre facteur, qui est celui de la flambée des prix de l'alimentation, donc qui a été plutôt impressionnante. Si on regarde un petit peu les niveaux en rythme annuel, on est sur 40% de hausse par rapport à mai 2020. Donc la dernière fois qu'on a connu ça, c'était en 2011, et c'était juste avant les révolutions du printemps arabe. Donc ça permet aussi de se resituer un petit peu. Et on sait très bien aussi que les pays émergents ont une exposition plus importante au prix de l'alimentation, via l'indice des prix à la consommation. Par exemple, le poids de l'alimentation dans le CPI en Inde, c'est 46%, aux États-Unis, c'est 14%. Donc on risque d'avoir une réaction des banques centrales dans certains pays émergents et un resserrement des conditions de crédit. C'est également possible dans d'autres zones où, en plus de cet effet sur l'alimentation, vous avez une flambée des prix immobiliers, ou du moins une remontée des prix immobiliers. C'est par exemple le cas en Chine, où il y a déjà directement une volonté de réduire la croissance du crédit. Donc réduire la croissance du crédit, c'est depuis mars. Et il y a une volonté aussi de réduire toute l'activité autour de l'immobilier résidentiel. Donc vous avez, au moment où on se parle, un resserrement des conditions de crédit
en termes d'offres de crédit de la part des banques qui se matérialisent. Et un indicateur que j'aime beaucoup, donc, qui est la masse monétaire réelle, on voit qu'elle a commencé à fléchir. Aujourd'hui, elle ne croît plus qu'à son rythme, donc c'est le rythme le plus faible depuis juillet 2020. Et généralement, le cycle du crédit, c'est 2-3 trimestres d'avance sur l'activité économique. Donc c'est pour ça que pour le 4e trimestre à l'échelon mondial, étant donné la part de la Chine dans les échanges, on peut se dire qu'on aura un fléchissement de la croissance mondiale. L'autre point qui est, à mon avis, capital et où il y a vraiment énormément de questions, donc c'est le côté inflation aux États-Unis. Je partage l'avis qu'on peut avoir une inflation transitoire, que le chiffre actuel, donc on est à 5% en rythme annuel, donc la plus grosse progression depuis août 2008, est vraisemblablement causée par ces facteurs transitoires. On peut citer le fait que l'inflation soit concentrée sur les secteurs où il y a de la réouverture, donc tout ce qui a trait à l'hospitalité, hôtellerie, restauration, billets d'avion. Il y a un paramètre particulier sur le prix des véhicules d'occasion, véhicules neufs, parce que vous avez peu d'offres dans le neuf en raison d'une pénurie sur les semi-conducteurs qui va perdurer. Donc vous avez des prix, surtout sur les véhicules d'occasion, qui ont grimpé dernièrement. Et comme je vous l'avais montré au préalable, vous avez une flambée du coût du fret. Donc tout ça, c'est des phénomènes, certes, transitoires. En revanche, il y a un phénomène qui, pour moi, ne sera pas transitoire, c'est tout ce qui va être lié au marché immobilier. Et le fait que déjà, en termes de prix, on est sur des dynamiques, sur certains indices, qu'on n'a pas connus depuis bien longtemps, voire qu'on n'a jamais connu, c'est-à-dire qu'il y a des dynamiques de prix qui sont pires que durant la bulle des années 2000. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, sur le Case-Shiller, donc qui est un indice un peu de référence, on est sur à peu près 13% de hausse en rythme annuel. On pense qu'on sera à 14% au mois d'avril. On a d'autres indices de prix, on serait plus sur une borne des 15%. Donc on a une vraie problématique aux États-Unis parce que vous avez une flambée des prix et que les primo-accédants ont beaucoup de mal à se loger aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a une autre problématique sur les loyers, c'est qu'il y a eu un trou d'air observé donc, en 2020. Et ce trou d'air se résorbe parce que vous avez la mobilité géographique qui repart avec la réouverture en fait, de l'économie. Et donc vous avez un retour entre guillemets à la normale des loyers, une surcompensation. Parce qu'il faut bien comprendre que l'économie américaine est beaucoup plus mobile qu'une économie comme la France ou l'Europe et qu'il y a une facilité à changer d'État pour trouver un job. Donc ça veut dire que vous avez eu pendant la crise, avec cette mobilité qui s'est totalement réduite, une chute du prix des loyers et un rebond là quasi automatique. Le problème, c'est que maintenant, tous les potentiellement les primo-accédants, vont pas réussir à se loger parce que les prix sont trop élevés et donc ils vont louer. Donc vous allez avoir un effet de demande extrêmement important dans le secteur donc, des loyers. Et si on regarde simplement les projections à très court terme, on voit qu'on est sur le point d'avoir un gros rebond. Et moi, je ne serais pas étonné que le prix des loyers, qui constitue un peu plus de 40% de l'indice des prix à la consommation corps aux États-Unis, il augmente d'au moins 3%, voire 3,5%. Donc, ce qui constituerait vraiment déjà une base socle pour l'inflation, pour cette année bien sûr, mais au moins pour l'année prochaine. Donc, on peut avoir un risque lié au marché immobilier aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à penser que la Fed va traiter ce risque, donc en ralentissant son programme de rachat d'actifs, mais en ciblant tout d'abord donc, la partie immobilière, donc les mortgage-backed securities, parce qu'aujourd'hui, même si ils arrêtaient de racheter, on serait sur des niveaux de taux d'intérêt, de taux d'emprunt hypothécaire qui sont encore plutôt faibles. Donc le coût à ajuster la mire dans ce secteur me paraît limité. Donc ce qui voudrait dire en termes de timing, vraisemblablement des annonces cet été, potentiellement au mois d'août, lors de la conférence de Jackson Hole, et un ralentissement de ces rachats d'actifs plutôt pour le T4. Le risque, c'est que le marché le prenne négativement et que vous ayez une remontée des taux d'intérêt plus marquée que ce qu'elle a pu l'être précédemment. Et surtout, on est sur des niveaux aujourd'hui qui restent très faibles. Parce que vous avez un 10 ans à 1,50,
Mais si vous avez un choc de 1,50 à 2,25, ça peut potentiellement freiner la reprise. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a tendance à, si on se projette, on a une visibilité très claire jusqu'à la fin du T3, à l'échelon mondial, mais aussi dans la quasi-totalité des zones géographiques, ce qui garantit aussi que vous ayez une croissance à l'ordre mondial qui sera de l'ordre de 6% ou plus. En revanche, il y a une vraie incertitude à partir du T4. Et si on exclut les zones où on a la garantie d'avoir un stimulus, voilà, vous avez une volatilité dans les prévisions extrêmement élevée. Et c'est pour ça que je ne me risquerai pas à vous donner un chiffre pour 2022, puisque personne ne peut le donner aujourd'hui, d'autant que le paramètre sanitaire reste encore incertain. Au-delà du variant indien, vous avez d'autres types de variants. Donc, il y avait un variant au Vietnam récemment. Donc voilà, on a des facteurs comme ça qui rendent ce métier un peu plus complexe. Donc je suis plutôt très content d'avoir fait ma prévision sur 2021. Donc, on arrive au bon moment de l'année. Maintenant, pour 2022, voilà, c'est un monde qui sera encore très incertain, mais c'est un monde où globalement vous allez avoir, je pense, de la dépense publique s'il y a besoin d'en avoir. Vous aurez une politique monétaire qui sera peut-être un peu moins accommodante, mais qui sera quand même là. Ce qui fait que même s'il y a de l'incertitude sur 2022, j'ai plutôt envie de rester optimiste aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé. Nous allons peut-être passer à une session, si vous avez des questions à poser à Christophe. Donc j'ai mes collaboratrices qui vont vous présenter le micro pour pouvoir poser votre question. Merci en tout cas beaucoup pour cette présentation qui était pertinente. J'ai une question assez précise et pour Monaco. Vous savez que Monaco a plutôt passé cette crise sur certains secteurs pas mal, sur l'immobilier, sur la banque. Sur d'autres secteurs, les secteurs se sont complètement arrêtés. Je pense au secteur de l'hôtellerie et la restauration et d'autres qui bénéficient en fait du flux de tourisme. Vous qui avez cette connaissance globale du monde et de par votre sentiment, quand est-ce qu'on va revenir sur un trafic de masse, en tout cas de l'aviation et de masse, et pour retrouver le niveau qu'on avait en 2019, je pense plus à Monaco, et pour qu'on puisse retrouver les touristes du Moyen-Orient, les touristes américains qui contribuent fortement à notre économie dans certains secteurs. Est-ce que vous avez une vision sur ce point précis, sachant que vous êtes originaire de la Côte d'Azur, vous venez aussi très régulièrement dans cette région et qui marche beaucoup avec évidemment les touristes et qui viennent de loin. Quelle est votre vision là-dessus et quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver une activité qui ressemble à celle de 2019 ? Merci. Alors, je vais plutôt parler des données que je connais qui sont sur la France, parce qu'on a accès aux données. Sur Monaco, c'est compliqué d'avoir les données, parce qu'il y a un acteur qui les garde bien, si j'ai bien compris, sans être un professionnel du secteur. Mais globalement, ce qu'on voit, même aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est que les zones qui marchent le mieux, c'est les zones qui sont moins exposées au tourisme international. Parce que vous avez automatiquement un décalage entre la mobilité locale, régionale et internationale. Et la mobilité internationale, elle est quasi nulle aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas la mise en place d'un passeport sanitaire, qu'il y a tout un tas de restrictions dans les deux sens aussi, qu'il y a certes une logistique qui est déployée dans les pays développés, mais pas forcément dans tous les pays du monde, que vous restez exposé à des potentiels variants dans des pays plus émergents. Donc c'est très difficile de donner une date. Après, si on prend les chiffres, si on essaie d'extrapoler les courbes, si on prend en compte les avis des spécialistes, donc secteur aérien, hôtellerie, etc., c'est difficile d'imaginer que ça reviendra en termes de mobilité internationale au niveau où c'était en 2019, avant 2023. Je pense que c'est le chiffre qui revient, parce que 2022, on est sûr que non, parce que il y a toute une logique de vaccination mondiale à déployer qui, si elle se fait, ce sera en 2022, donc le temps que ça se mette en place, ce sera plus potentiellement pour ouvrir sur quelque chose à 2023. Maintenant, ça va dépendre aussi d'autres paramètres, économiquement, si ça tient le coup, etc.
Si on doit donner un chiffre, c'est difficile de le donner, mais ce n'est pas avant 2023. Donc, ce qui veut aussi dire que tous ces secteurs exposés à mobilité internationale seront vraisemblablement les derniers à revenir au niveau de 2019. Oui, bonjour. J'ai été très surpris par la courbe que vous avez présentée sur l'accumulation d'épargne aux États-Unis. Et voilà, si on peut la remettre, cumulée, voilà, celle-là. Et juste après, donc vous avez aussi indiqué que ça fait un total de plusieurs billions. 2,3 trillions. Voilà, 2,3 trillions de dollars. Et juste après, vous avez montré à l'échelle mondiale l'excès des banques centrales. Voilà, celui-là, où il y avait 10 trillions, si je me trompe bien. C'est ça, sur le G7. Sur le G7. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'attributions, puisque on était dans une philosophie où on devait bien sûr aider les gens qui ne travaillaient pas à payer leurs dépenses, manger, payer leur loyer, etc. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a l'impression qu'on est parfois allé sur le G7 un peu trop loin, ou en tout cas dans certains pays. C'est le débat aux États-Unis aujourd'hui. Et cette courbe, ces deux courbes en opposé m'interpellent. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur les États-Unis, moi, je pense qu'ils ont été trop loin sur le côté dépenses à tout va, sans calculer, sans aller dans le structurel. Et que la logique du chèque au ménage, alors ça marche, mais si on prend sur 10 euros de chèque, globalement, donc ils en ont épargné, on va dire 20-30%, ils ont remboursé des dettes. Après, il y en a beaucoup qui sont partis dans le trading aussi, il faut quand même le souligner. Et le problème des chèques à tout le monde, c'est que les personnes, on va dire, cette épargne, elle est où? Elle est sur les 3-4 premiers déciles, en fait. Parce que les personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont plutôt dans les secteurs des services, mais financiers, qui peuvent potentiellement travailler en Zoom, en conférence, comme on le fait aujourd'hui. Des secteurs qui ont été peut-être moins impactés que tout ce qui était physique, hôtellerie, restauration, petits boulots. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent qui a été alloué sur les 3 premiers ou 4 premiers déciles? Ça, c'est la vraie question. Parce que l'excès, il est là. Sur le reste, il est moins évident. Les gens ont pris l'argent et l'ont dépensé. On voyait aussi très bien sur les catégories de dépenses et sur les catégories de famille. Clairement, les gens ont acheté à bouffer ceux qui étaient dans le décile le plus faible. Mais il y a une allocation et en fait, quoi qu'il en coûte à tout va aux États-Unis, parce qu'il y a cette logique, à mon avis, qui dépasse l'économie et le bon sens économique, qui est le côté géopolitique. C'est on veut remettre tout sur les rails le plus vite possible et on crée un choc de confiance sans calibrer forcément drastiquement le plan. Si vous regardez la vitesse entre laquelle le plan est détaillé et mis en exécution, c'est très rapide. C'est très efficace, c'est très rapide, mais a posteriori, effectivement, on peut se dire, où va aller ce surplus d'épargne? Alors, vraisemblablement, il y a quand même un peu d'épargne forcée qui va revenir dans l'économie via le secteur de voyage, qui aidera potentiellement la mobilité internationale, mais plus tard, une fois qu'on aura levé les contraintes. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent qu'ils ont été trop forts, trop loin, et que d'un point de vue économique, le risque d'avoir de l'inflation est potentiellement plus élevé que tout le monde ne le pense. Maintenant, est-ce qu'il est pris en conscience de cause? Je pense que oui. Puisque leur objectif, faire de l'inflation, je pense que c'est secondaire. L'objectif aujourd'hui des États-Unis, il est avant tout géopolitique, et c'est deux choses. Je veux revenir sur ma trajectoire pré-Covid, je veux maintenir mon hégémonie, et via ma stratégie diplomatique, je veux tenter de maîtriser en fait l'ogre chinois. Et donc, ce qui amène à des déséquilibres et ce qui peut avoir des conséquences. L'inflation, c'est une chose, mais les tensions sociales, c'en est une autre. Oui, bonjour monsieur. Je souhaiterais savoir comment un économiste, un prévisionniste appréhende le phénomène et les fluctuations du Bitcoin ou des autres crypto-monnaies, et finalement quel est le lien à faire ou à ne pas faire justement avec l'économie réelle. C'est une bonne question. Après, les crypto-monnaies, ce n'est pas vraiment mon domaine de prédilection.
Maintenant, si je devais en dire un mot ou deux avec une vision qui est la mienne, donc peut-être celle de quelqu'un qui est loin d'être un spécialiste, le côté Bitcoin, crypto-monnaie, il y a un intérêt technologique certain. Après, on tente d'aller sur un domaine qui est celui de la monnaie. La monnaie, par définition, c'est ce qui construit à toutes et à tous notre vie. Donc je le regarde parce que ça m'amuse de voir à quel point on a pu laisser filer ce sujet-là, d'un point de vue réglementaire surtout. Et ce qui m'intéresse de voir aujourd'hui, c'est quand est-ce que les autorités vont mettre vraiment les doigts dedans sincèrement. Et surtout, l'impact maintenant macro, c'est que si on prend la cryptosphère, c'était 2,5 trillions. On a perdu 1,5 trillion en une semaine. Il n'y a pas vraiment eu d'impact. Pourquoi ? Parce que, en gros, alors c'est à peu près ça pour le Bitcoin, mais c'est, je crois, 97% de la masse est détenue par 2% des gens. Donc l'impact, en fait, et l'effet multiplicateur sur l'économie mondiale est limité. Mais plus ça prendra de la place, plus il faudra le regarder. À titre de comparaison, on estime que le total des actions en dollars, c'est 115 milliards. Enfin, 115 trillions, pardon. Donc voilà, à peu près, aujourd'hui, on doit être à 1,8 trillion, donc c'est 1%, grosso modo. Ça se regarde, parce que ça peut avoir aussi des effets ricochets très court terme sur les marchés financiers, à cause des appels de marge, essentiellement. Maintenant, voilà, c'est ma vision aujourd'hui. Il y a sûrement des enjeux technologiques, des choses qu'on pourra extraire. Mais je suis très, très surpris que d'un point de vue réglementaire, ça n'ait pas été assez vite. Moi, ma théorie, c'est que tout le monde tentera de lancer sa propre monnaie digitale. Et le jour où on tentera de le faire, c'est là où ils commenceront à réguler un petit peu ce qui se passe en Chine, en fait. Pourquoi les Chinois ont commencé à interdire les crypto-monnaies ? C'est qu'ils ont lancé leur yuan digital et ça n'a pas marché. Donc derrière, ils ont été sur le côté régulation. Je pense que l'objectif des autorités, c'est pas de faire un choc de confiance négatif et de supprimer de la richesse, mais que s'ils n'ont pas le choix, ils devront le faire. Donc voilà un peu ma perception des crypto-monnaies. C'est peut-être un peu loin de votre question, mais voilà. Déjà, je voulais vous remercier pour votre exposé qui a le mérite, en tout cas pour moi, de rendre clair des choses qui sont quand même très compliquées. Et moi, j'avais une question relativement à la Chine. On a vu à travers les chiffres que vous avez présentés qui se placent, bien sûr, c'est leur ambition, dans le leadership économique mondial. Je crois que le PIB 2021, vous avez mis plus 8,7, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est 8,7, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, les autorités chinoises ont une préoccupation. Elles sont revenues qui concernent leur démographie, leur développement, le vieillissement de leur population. Donc ils sont revenus sur la politique de l'enfant unique, en disant que maintenant les familles chinoises peuvent aller jusqu'à 3 enfants, parce qu'ils ont quelque part l'inquiétude de ne pas disposer de suffisamment de main-d'œuvre pour pouvoir soutenir leur développement économique et donc garder le leadership. Donc certaines mauvaises langues disent la Chine, les Chinois vont devenir vieux avant d'être riches. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des indicateurs et des perspectives à ce niveau-là sur des impacts économiques de ce type de mesures ou simplement du vieillissement de la population qui concerne aussi d'ailleurs d'autres pays que la Chine ? Alors, sur le côté chinois, il y a la problématique démographique. Je crois que l'impact négatif a commencé depuis 2019, où on a un ralentissement qui commençait à être important et qui devait être exponentiel, en fait. Donc ça, c'est une problématique de fond qui doit se traiter, mais après, ils ont tellement de... Enfin, c'est pas la seule, en fait. Il y a le problème de déséquilibre de l'Est et de l'Ouest, donc de la Go West Policy. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais et il y a aussi cette problématique de créer de la richesse au bon endroit pour pas qu'il y ait de déséquilibre. Parce que leur vrai problème, je pense que, OK, il y a le potentiel de croissance, la géopolitique, donc ça, c'est plus externe. Donc, clairement, une volonté
de devenir leader en économie à horizon 2025 à peu près, ou quelque chose comme ça, mais surtout dans les secteurs importants, donc tout ce qui est lié à la tech, tout ce qui est véhicules électriques, semi-conducteurs, énergie renouvelable, indépendance dans tout un tas de sujets. Ambition qu'ils affirment depuis quand même, on va dire, quelques années, de manière claire, nette et précise. Maintenant, sur le côté démographie, c'est une problématique chinoise, mais c'est surtout une problématique mondiale, en fait. On voit très bien ce qui se passe. Le monde d'avant Covid, c'est notre principale problématique, c'est quand même ça. C'est que la croissance n'est pas infinie. La croissance, si je devais caricaturer, c'est la croissance démographique, plus la productivité du travail, l'intensité capitalistique, etc. Et on voit bien que sur le côté démographique, on est sur des potentiels de croissance qui sont voués à se réduire. Pays développés, Chine également. Donc, une des mesures probables, c'est supprimer la politique de l'enfant unique. D'accord ? Maintenant, je ne suis pas certain que ce soit valable en national partout, et j'aurais tendance à voir ce qui se passe en régional aussi. Parce que c'est jamais... En fait, la Chine, il y a des choses qui sont très simples. Donc, vous voulez faire des programmes d'infrastructure, vous avez besoin de relancer. Vous le décrétez l'après-midi, le soir, ils sont sur les chantiers. Ça, c'est leur grande force. Point de vue monétaire, vous pilotez au jour le jour. Donc déjà, vous fixez un peu votre monnaie le matin où vous voulez, un peu de choses près. Les liquidités, ça rentre, ça sort, c'est extrêmement efficace en termes de pilotage. Et là-dessus, ils vont où ils veulent. Là où ils ne maîtrisent pas, c'est effectivement le côté démographie. Mais le problème, il n'est pas, et c'est valable en Europe, il n'est pas sur la limite du nombre d'enfants. C'est votre capacité, en fait, à pouvoir les assumer aussi qui va se présenter. Donc je pense que oui, alors c'est plus un signal à envoyer à tout le monde, une ambition, que l'impact vraiment macroéconomique. Je ne suis pas un expert, mais pour avoir lu quelques études là-dessus, c'est vraiment marginal. Donc c'est plus le côté, une nouvelle fois, je pense, médiatique, géopolitique, et afficher des ambitions. D'autres questions en salle? Sinon, on passe aux questions de nos internautes. Si je peux, j'avais une question. Alors tout d'abord, merci pour votre brillante intervention. J'ai une question relative aux dépenses publiques et à la dette publique. Vous avez dit qu'en effet, les États avaient augmenté leurs dépenses publiques pour soutenir forcément la crise et engager la relance. En parallèle, on imagine bien que le montant des ressources de ces États ont été impactés. Je pense notamment à la TVA qui est complètement corrélée à l'activité. La question que je me pose, c'est jusqu'à quand, puisque vous avez dit que si besoin, les États réinjecteraient de l'argent, jusqu'à quand ils vont pouvoir continuer à perfuser, et quel sera l'impact le jour où ils vont vouloir peut-être lisser cette dette publique qui était déjà importante avant la crise et qui l'est encore plus aujourd'hui. Alors, déjà sur le côté dette publique, pour vous donner ma vision, je ne suis pas plus inquiet maintenant qu'avant, parce que ce transfert de dette, il est parti directement dans les banques centrales. Donc ça, c'est le premier point, c'est quand même un peu la nouveauté, c'est la capacité d'absorber en fait cette dette et de la parquer ailleurs. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que pourquoi ça a été possible, c'est que tout le monde l'a fait. Il n'y a pas d'exception, toute la planète l'a fait. Donc absence d'opportunité d'arbitrage, donc il n'y a pas eu forcément de flux de capitaux à un endroit, enfin il n'y a pas une zone qui a perdu énormément de flux par rapport à une autre avec cette crise. Le risque aujourd'hui, c'est que je pense que les États remettront si le choc est encore une nouvelle fois mondial. Si le choc est extrêmement isolé, c'est là où vous allez avoir des divergences de politique économique, de politique fiscale, et là vous pouvez avoir des tensions, de la déstabilisation d'un point de vue financier. Donc c'est plus cet aspect-là qu'il faudra regarder. Si on regarde aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous avez une zone qui parle de ralentissement des rachats d'actifs, et c'est pour ça que je mettais l'accent sur les États-Unis, c'est que tout le monde dit oui, c'est pricé, c'est dans les cours. Sauf que le Canada, c'était pricé, c'est dans les cours. En fait, on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui, la monnaie canadienne s'envole. Dès que le Royaume-Uni a dit on va peut-être ralentir un peu, même chose. Donc c'est déjà le premier point, il est là, c'est que vous pouvez continuer à le faire si le choc il est global, parce que tout le monde va le faire.
Et donc la seule limite, c'est l'acceptabilité des gens. Si ça part sur les banques centrales et que... Après, vous pouvez faire toutes les pirouettes comptables que vous voulez, en fait. Si tout le monde le fait, la seule limite, c'est celle que vous allez fixer et celle que le marché va se fixer. Donc ça, c'est le premier point. Donc j'ai pas vraiment de réponse. Après, le benchmark, vous pouvez voir ce qui se passait au Japon. Donc on a été bien plus haut en termes de dette publique. Donc ça peut déjà répondre à votre question. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois qu'on sera revenu sur les niveaux pré-Covid, vous allez avoir des politiques qui, techniquement, s'il n'y a plus de choc, vont s'inverser. Si vous excluez les États-Unis qui ont une ambition géopolitique clairement marquée, où le but n'est pas vraiment pilotage macro, les autres zones, on est à peu près sûr qu'on aura une normalisation. Si je prends le cas de la France, l'objectif il est très clair. Ce n'est pas d'impôt jusqu'en 2022, déjà parce que c'est une année d'élection, qu'il y a une campagne avant, mais surtout que vous n'avez pas retrouvé votre niveau pré-Covid. Donc il ne faut pas croire qu'on ne va rien payer du tout. On en paiera une partie, mais il y a aussi une énorme partie qui a été financée à des taux d'intérêt qu'on n'a jamais vus. Et la charge de la dette, en plus de ça, elle est plus faible potentiellement maintenant qu'il y a 2 ans, parce que vous avez des taux d'intérêt qui sont par terre. Le risque, il va être sur l'inflation. Mais pas tant l'inflation à très très court terme. C'est plus 2022, 2023, et je pense qu'il faudra... Là, ça deviendra potentiellement un risque. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Maintenant, faire des prévisions à très long terme, comme je l'ai dit, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est un risque qui va revenir le jour où, si on est à peu près certain qu'il y a une immunité collective, aujourd'hui on n'en est pas sûr, le jour où vous avez ce postulat de départ, là c'est comment on réduit la dépense plus que comment on augmente les recettes fiscales, parce que les recettes fiscales augmenteront avec le rebond de la demande. Merci pour cette présentation. Simple question, est-ce que vous pensez que de nos jours, les marchés financiers sont complètement déconnectés de la réalité? On peut prendre pour exemple le CAC 40 qui va peut-être toucher son record historique depuis les années 2000. Est-ce que pour vous c'est complètement aberrant ou pas, ou des augmentations comme ça? Dans les faits... Si vous prenez les marchés, alors si on prend toutes les métriques habituelles, historiquement, c'est extrêmement cher. Je parle vraiment du marché, tous les marchés en fait. Mais après, il y a d'autres facteurs à prendre en compte quand vous investissez. Déjà, premièrement, c'est la liquidité qui est à mon avis le plus gros driver des au moins 15 derniers mois. Je pense que c'était relativement clair sur le graphique. Donc cette liquidité, elle est massive. Elle a soutenu les marchés. Et si vous prenez des marchés actions, il y a une logique aujourd'hui de flux. Simplement, si vous voulez placer votre argent, les obligations, ça ne rapporte plus rien. On va dire 1% et on va être gentil. Sur un fonds en euros, peut-être un peu plus, mais 1,20 on va dire. Donc il vous reste quoi? Il vous reste l'immobilier. Alors certes, ça marche super bien, mais ce n'est pas liquide. Donc, il va vous rester les actions et le côté dividende de la chose. Ce qu'a montré la crise, c'est que les grosses entreprises cotées, elles peuvent prendre n'importe quel choc, elles sont toujours là. Donc ça, c'est peut-être la vraie leçon, c'est que les gros groupes cotés, il y en a, même ceux qui ont été le plus affectés. Alors oui, vous êtes dilués, oui, vous prenez une perte, etc. Mais c'est quand même des boîtes qui vont vous sortir le PIB réel mondial plus l'inflation à peu de choses près. Parce qu'aujourd'hui, elles ont une exposition géographique globale qui n'était pas le cas avant. Donc oui, c'est sûrement cher. Est-ce que c'est si déconnecté que ça de la macro? Oui, mais si vous prenez simplement la macro comme facteur d'explication, ça ne suffit pas en fait à expliquer l'évolution des prix. Encore une fois, si vous actualisez n'importe quel flux financier avec des taux d'intérêt réels qui sont ultra négatifs, il faut quand même le dire, il n'y a pas 50 endroits où vous pouvez mettre de l'argent dans une optique où vous investissez à 10 ans. Si vous voulez un actif liquide où vous investissez à 10 ans, il n'y en a pas forcément 50. Et vous n'avez pas envie de rentrer sur
voilà, des junk bonds obligataires qui vont vous payer un coupon simplement de 2%. Parce que là, vous pouvez avoir un re-rating et potentiellement faire face à une perte. Donc c'est l'environnement qui est particulier et qu'on n'a jamais connu, qui fait aussi que les métriques historiques, c'est bien, mais ça ne suffit pas, puisque vous êtes en zone inconnue. Donc c'est difficile de se dire que tout va s'effondrer massivement. Après, si vous avez un taux d'intérêt américain à 10 ans qui remonte déjà à 2,25, vous allez forcément avoir des marchés sous pression au niveau mondial. Si vous avez un resserrement du crédit qui se poursuit, oui, vous allez avoir des tensions. Maintenant, dire qu'on est évalué de 20-30%, surévalué de 20-30%, peut-être pas non plus, quoi. Voilà, vous pouvez faire face à une baisse de 10%, mais si vous êtes prêt à y aller pour les 10 prochaines années en créant un portefeuille structuré, voilà, encore une fois, il n'y a pas 50 alternatives pour un investisseur. Je pense qu'on va passer aux questions. On a eu beaucoup de questions qui sont arrivées sur le net, mais vous avez déjà plus ou moins répondu, mais on a retenu 2 questions. Donc la première est est-ce que le Royaume-Uni et l'Europe vont-ils suivre le même pattern que les États-Unis selon vous? Ok, donc je pense que c'est en termes de reprise économique, je suppose. L'idée, c'est que en termes de reprise, c'est assez similaire au moment de la réouverture, à savoir qu'on est sur des niveaux de dépenses sur les biens de l'ordre de 20% supplémentaires à ce qu'on avait connu à 2019, avec une normalisation dans les 3 à 4 semaines post-réouverture. Donc d'un point de vue consommation, ça se rejoint beaucoup parce qu'il y a de l'épargne excédentaire accumulée qui se déverse, qu'il y a une volonté aussi de dépenser, de se retrouver, je pense de peut-être faire un petit peu moins attention à très court terme. Donc d'un point de vue purement consommation, les phénomènes observés, donc c'est valable France, c'est valable au Royaume-Uni, c'était valable en Israël aussi, et on le voit aux États-Unis. Après, les États-Unis, ça a été amplifié par les chèques au bon moment, quoi, qui ont été déversés. Donc il y a eu peut-être un phénomène plus durable aux États-Unis avec ces chèques qui ont été déversés, mais globalement, les mouvements observés sont assez similaires sur les différentes zones géographiques. Pour la deuxième question, Christophe, c'est quels sont les atouts de Monaco, quels sont les atouts que Monaco devrait privilégier dans les 18 mois à venir pour profiter au maximum des opportunités de rebond? Alors, je vais être honnête, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour répondre à cette question ici. Et étant donné ma faible maîtrise de l'économie monégasque, sachant qu'il me reste peu de temps après les États-Unis, la zone euro et la Chine, je préfère pas me risquer à répondre à la question au risque de dire une bêtise. Bon, merci Christophe. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou on conclut les questions et on se retrouve au 7e étage pour partager un cocktail sur la terrasse? Merci Christophe pour votre présentation. Merci à vous. Et puis, à tout de suite. Merci beaucoup Christophe, c'était brillant, bravo. On vous invite à nous rejoindre là-haut et je pense qu'il y aura encore d'autres questions. Même pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous.